Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h10 sur Sud Radio. Tout de suite, le débat du jour. On parle d'une pratique tellement répandue, à laquelle on a tous un jour ou l'autre assisté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, le harcèlement en ligne. Comment y mettre un terme? Plusieurs exemples ont été constatés malheureusement, notamment pendant les Jeux Olympiques, avec l'exposition médiatique de certains athlètes. On peut parler par exemple de la boxeuse algérienne et médaillée d'or Iman Khelif. Elle a porté plainte et une enquête a été ouverte en France. Comment mettre un terme au harcèlement en ligne? Parlons-en avec vous au 0826 300 300. Quelle que soit votre opinion, vous avez tous la parole. Vous pouvez témoigner ou nous donner votre avis. On vous la donne. Parlons vrai sur Sud Radio. On est avec nos trois invités. Véronique Reissoult, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Présidente du cabinet Backbone Consulting. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de ce livre, L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. C'est publié aux éditions du CERF. On est également avec Steve Outmezguine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. Avocat en droit des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication au sein du cabinet Avomédia. Qu'est-ce qu'on risque quand on commet ou on écrit des choses ignobles sur les réseaux? C'est ce que vous nous direz notamment. Est-ce qu'il y a une vraie impunité ou pas? Vous nous le direz pareil. On est avec également en duplex Fabrice Epelboin. Bonjour à vous Fabrice. Bonjour. Enseignant, entrepreneur, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut encadrer davantage ce qui se fait et ce qui se dit sur Internet? On en parlera également avec vous. Avant ça, peut-être, Véronique Reissoult, on va revenir sur quelques ordres de grandeur. Ce qui s'est passé notamment pendant les Jeux Olympiques. Harcèlement ou pas, ça a été un énorme carton en termes de trafic sur les réseaux sociaux, de commentaires et même d'engagement. Alors oui, vous l'avez sans doute constaté aussi sur vos audiences sur les sujets JO. C'était vrai dans les médias, c'était vrai sur le web et c'était vrai évidemment sur les plateformes et les différentes plateformes de réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, il y avait à peu près entre 2 et 3 millions de messages autour des JO chaque jour, ce qui est assez colossal. Ouais. Mais là où c'était assez incroyable, c'est un peu loin du sujet du cyber, donc voilà, harcèlement, mais vous aviez 95% des messages qui étaient soit factuels, soit positifs, à peine 5% de messages grognons, nous dirons, et même sur ces messages négatifs, et parfois assez virulents d'ailleurs, en fait, il y avait une espèce de phénomène qui est que les gens venaient discuter et essayer d'assagir et de positiver. Il y avait une bonne ambiance. Mais incroyable. Sauf sur certains sujets, justement. Quelques sujets, oui. De l'exemple de la boxeuse Iman Khelif, ça a été particulièrement criant, c'est allé très loin. Ne serait-ce que ceux qui faisaient des conjectures sur son anatomie. Enfin, on est allé très très loin. Très loin. Comme assez rarement d'ailleurs dans une polémique sur les réseaux sociaux. Malgré tout, 5% de messages négatifs, en tout, y compris par harcèlement. Bien sûr. Sur 3 millions par jour, ça finit par faire une certaine quantité. Statistiquement, je présume, oui. Fabrice Epelboin, quand on est avec autant de messages, autant d'engagement des internautes, fatalement, il y a une proportion assez stable de harceleurs qui se greffent dans ce phénomène. Oui, malheureusement, il y a toujours une proportion qui est pas énorme au final, mais qui fait beaucoup de bruit, qui retient beaucoup l'attention de tout le monde, de gens qui vont saisir la moindre occasion pour harceler tout ce qui leur dérange. Alors, on sait pas toujours les mêmes, Dieu merci, mais il y a systématiquement une minorité de la population qui va se ruer sur la moindre cause pour faire valoir ses opinions et généralement de façon très virulente, voire en dépassant totalement les limites de la loi. Alors justement, les limites de la loi, on va les fixer. On a invité un juriste à cet effet d'ailleurs sur Sud Radio, Steve Outmezguine. On sait très bien qu'en théorie, il est interdit d'insulter, il est interdit de menacer, il est interdit de divulguer la vie privée des uns ou des autres. Malgré tout, est-ce que c'est une idée reçue que de croire qu'on ne risque rien si on le fait sur Internet? Alors c'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on a effectivement un arsenal juridique qui est assez bien en place, notamment je pense à le renforcement du harcèlement et du cyberharcèlement par la loi Schiappa en 2018, qui a prévu justement ce qui s'est passé, notamment dans le cas Khelif. Mais dans la réalité des faits, on est un peu loin de condamnation immédiate. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut retrouver les personnes. Les personnes agissent souvent sous couvert d'anonymat. Ce qui est la plus grande des difficultés aujourd'hui. Effectivement, nos pouvoirs publics sont bien en place pour pouvoir identifier les personnes, mais ça prend plus de temps que prévu. Et puis on arrive aussi à
à trouver des comptes, des faux comptes qui se logent à l'étranger et qui font en sorte que le droit français ne s'applique pas forcément. Alors, Fabrice Epelboin, je vous entendais objecter. Oui, ça c'est l'argument traditionnel. L'anonymat. Le pseudonymat, la difficulté, c'est compliqué, c'est à l'étranger. Tout ça a été battu en brèche par les Anglais lors des dernières émeutes, qui ont mis en prison une quantité invraisemblable de personnes, sans doute avec de l'excès, mais peu importe. Ils ont démontré de façon absolument claire que qu'on veut, on peut. Et très clairement, ils sont allés chercher des comptes sur pseudonyme et les ont amenés en prison. Tout ça en 24 heures. Sur tout quelle ça base ? sur une plateforme. Tout ça sur une plateforme, j'insiste, Twitter, avec un patron de la plateforme qui n'était clairement pas en faveur de toutes ces actions. Malgré tout, tout le monde a été en prison en 24 heures. Donc, les excuses de la justice française de c'est pas notre faute, c'est les plateformes, objectivement, ça ne peut plus tenir. Donc ça veut dire que concrètement, si je reprends l'exemple qui vient de se produire en Grande-Bretagne, on rappelle le contexte, des manifestations qui ont dégénéré en émeutes xénophobes, avec tout ce que ça a pu charrier, j'imagine, de commentaires sur les réseaux sociaux, des appels à la haine, des menaces, des messages à caractère raciste, des appels à aller dégrader parfois des mosquées ou alors des centres d'accueil de migrants. Les autorités britanniques ont réussi à retrouver les auteurs de tous ces messages et les ont même mis en prison ? En 24 heures. Dans quel type de message, par exemple ? Pour quel type de message on pouvait aller en prison ? Fabrice Epelboin, en Angleterre. Dans les affaires d'émeutes, alors des messages qui sont très clairement totalement en dehors du cadre de la loi, d'appel au meurtre, qui méritaient très clairement une prison. Ouais. Sans doute un peu de zèle et un peu d'excès là-dedans, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la justice britannique a, en 24 heures, arrêté tout ce petit monde. Donc, les excuses de la justice française, qui consistent à dire, ah bah non, c'est compliqué, ah bah non, c'est sous pseudonyme, ah bah non, les plateformes ne coopèrent pas, tout ça tombe à l'eau. Ça veut dire que la boîte à outils, en tout cas, la boîte à outils, elle existe. Elle existe depuis longtemps, et ce à quoi on assiste aujourd'hui relève de l'incompétence, du laxisme, du manque de moyens, je ne sais pas, je ne saurais pas vous faire un diagnostic de la justice française, mais très certainement pas des excuses bidons qui nous ont sortis jusqu'ici. Quand Mila a été harcelée et qu'on s'est contenté d'arrêter une demi-douzaine de personnes, alors ça relève du fiasco judiciaire, ça ne relève pas de l'échec des plateformes et de l'échec de leur coopération. La preuve en a été faite par les Anglais. Véronique Reissouk. Ouais, c'est parfaitement aligné avec Fabrice, parce que effectivement c'est faisable. Et il y a un petit point en plus, mais je pense que il sera d'accord, c'est que les internautes eux-mêmes se sont saisis du sujet et sont souvent très actifs. Ça a été le cas en Angleterre, dans le signalement, dans l'accompagnement, dans aider la réalité des actions qui peuvent être menées. Et donc là aussi, en France, on pourrait imaginer que les signalements faits par d'autres soient pris en compte, que on fasse quelque chose de, faire appel à quelque chose qui fonctionne pas toujours en France parce qu'on fait pas confiance aux gens, mais ça s'appelle l'intelligence collective. C'est pas mal de dire que les gens peuvent être raisonnables entre eux. Exactement. Alors la parole quand même à notre troisième invité, puisqu'on parle beaucoup de la justice et que vous êtes le plus proche du cœur de ce réacteur-là. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Mesguine, vous êtes avocat. Je vous remercie. Non, en fait, c'est-à-dire que moi, je rejoins Monsieur Epelboin, c'est-à-dire que il y a pas d'objection. Au contraire, je dressais juste un constat qui fait écho à l'expérience professionnelle qui est la mienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se frotte à différents interlocuteurs au niveau judiciaire qui nous disent, écoutez, on est débordé. On est débordé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas poursuivre à tous azimuts parce qu'on n'a pas les effectifs. Alors attention, la section cyber au parquet de Paris est en train de vivre un véritable changement, se développe à vitesse grand V, travaille particulièrement bien pour le coup. Je n'ai aucun intérêt à dire ça. Il y a des jours où je suis d'un côté et des jours où je suis de l'autre, c'est le principe de mon métier. Mais pour le coup, je sais qu'il y a un fort développement là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut mettre en place des actions rapides et efficaces, malheureusement, la plupart du temps, c'est très compliqué. Alors, à qui doit s'y coller, justement ? Ça, c'est une question qu'on va se poser avec vous tous. Je vais prendre un exemple qui date d'hier. C'est sur X, qui s'appelait Twitter dans le temps. C'est un confrère, un journaliste, il travaille chez nos confrères de BFM TV. Il s'appelle Raphaël Grabli. Il publie la capture d'écran d'un message qu'il a reçu, publique un tweet. Je cite, vous allez écouter
écoutez, ça va vous choquer. Le juif Grabli semble être content de la nouvelle. Un contre-pouvoir à son travail de désinformation en moins. Évidemment, ce journaliste a signalé ce message en disant que c'était un message évidemment antisémite. Réponse de X quelques heures plus tard. Bonjour, nous avons reçu votre signalement à propos de ce compte et du contenu suivant. Il nous apparaît que ce contenu signalé et déterminé n'est pas susceptible d'être supprimé en vertu du fondement juridique dans le pays suivant l'Union européenne. Le message que je viens de vous lire, monsieur Maître Oudmezguine, est-ce qu'il est susceptible d'être supprimé en Europe ou pas? Complètement. Alors pourquoi Twitter ne veut pas le faire? Il est complètement antisémite. Mais Twitter ne veut pas le faire parce que depuis le changement de propriétaire, je dirais, on a une politique ultra libertaire de l'entreprise. En revanche, si la personne visée ou ceux qui avaient lu les messages avaient porté plainte, on aurait très bien pu finir par faire supprimer le message. Il faudra mettre en place une action judiciaire, prendre du temps, aller devant un tribunal, faire valider ça par un juge. Prendre du temps, c'est ce que disait Fabrice Epelboin et c'est la différence entre la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi c'est long en France et pas en Grande-Bretagne? Parce qu'on nous dit qu'on est débordé, tout simplement. Mais pourquoi il y a des émeutes en Grande-Bretagne, vous avez des milliers de manifestants et un certain nombre de centaines de personnes qui ont été mises en prison. Ça doit sous-entendre que les Britanniques sont débordés eux-mêmes. Je ne peux que vous rejoindre. On a eu des émeutes. Et on a eu des émeutes nous-mêmes. On a eu des dizaines de milliers de messages de soutien aux émeutiers qui étaient parfaitement illégaux. Il ne s'est rien passé. Donc, je veux bien croire que les budgets de la justice anglaise sont supérieurs aux nôtres. Je n'ai pas les chiffres, je les ai pas en tête. Mais dans de telles proportions, je pense que l'explication est un peu simplette. On n'a pas d'argent, c'est trop lent, les plateformes ne coopèrent pas. C'est très simplé comme explication. Je pense qu'il faut aller au fond des choses et regarder en face, de façon claire, où est le problème avec la justice en France. Il n'y a pas d'ailleurs que sur les plateformes de réseaux sociaux qu'on constate cet échec de la justice en France. Les plateformes de réseaux sociaux ne sont juste qu'un symptôme parmi d'autres d'un échec de la justice en France. À partir de là, se réfugier derrière son petit doigt sur des problématiques budgétaires. Encore une fois, j'aimerais bien avoir le ratio. On va vous trouver l'information, justement, le budget de la justice par citoyen en Angleterre comparé à la France. Mais même si la France est dans une situation assez précaire, je sais qu'au niveau européen, on est vraiment en queue de peloton, malgré tout. Il y a vraiment un problème qui va au-delà de « donnez-nous plus de sous ». Alors, au-delà de la répression et de la justice, les réseaux sociaux sont-ils plus dangereux que le reste de notre vie quotidienne? Tiens, est-ce qu'on a tendance à devenir plus violent sur les réseaux que dans la vie réelle ou ailleurs? On va voir ça avec vous tous sur Sud Radio dans quelques instants et on va parler aussi de ces compagnies, de ces différents réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'elles? À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Comment lutter contre le harcèlement en ligne? Les internautes sont-ils plus violents que les gens que vous croisez en chair et en os tous les jours? Ou plutôt, les gens que vous croisez en chair et en os tous les jours deviennent-ils plus violents sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours? On en parle avec nos trois invités, Véronique Reissoult, Steve Oudmezguine et Fabrice Epelboin. Est-ce qu'on est plus violent sur les réseaux que dans la vie quotidienne? Véronique Reissoult. On va dire que les réseaux sociaux, c'est notre société en 3D. Donc elle a un petit peu augmenté. C'est pas tant le sujet de l'anonymat, même si bien sûr ça pousse à être plus virulent. C'est plus l'effet de meute qui a quelque chose d'assez incroyable. Et puis il y a une réalité qui est certaines personnes ne se rendent pas compte de l'affaire Mila que citait tout à l'heure Fabrice Epelboin. Est un sujet qui est intéressant, qui est en fait. Si vous demandez aux uns et aux autres s'ils auraient dit la même chose dans la vraie vie, à ce moment-là, ils disent que non. Et d'ailleurs, le procès, même si, comme c'était souligné, il y avait peu de personnes qui se sont retrouvées devant les tribunaux, ont tous dit, mais non, je me suis pas rendu compte, etc. En revanche, spontanément, ça leur a pas posé de problème. Exactement. Et donc, c'est pas tant la violence que l'espèce de décalage qu'il peut y avoir avec la vraie vie, s'il y a vraie et fausse vie, pour avoir régulièrement fait cette action dans des écoles. En 5e, je rentre dans des classes et je me suis inscrit sur les mêmes plateformes qu'eux, en créant un faux profil, et ça me permet d'avoir des tas d'informations sur eux. Et quand je rentre dans la classe et que je leur dis je vous connais, et vous m'avez donné plein d'informations, à chaque fois ils tombent des nues en me disant mais moi je contrôle très bien. Mais non, tu contrôles pas si tu Et à chaque fois je leur fais le même exercice en disant mais maintenant on va descendre dans la cour, on va monter sur le banc et vous allez crier votre état dans lequel vous êtes. Est-ce que vous oserez le faire? Et à chaque fois ils me disent mais ça va pas madame, mais non, mais
mais on va pas faire ça. Mais c'est ce que vous faites quand vous mettez, je suis célibataire, je suis amoureux, je sais pas quoi, enfin que c'est votre statut. Et il y a toujours cette espèce beaucoup plus et on lâche prise, on a moins de pudeur sur les réseaux. Bon, ça c'est d'abord c'est le principe de l'extimité, c'est-à-dire vous mettez en scène votre intimité, et avec Instagram c'est devenu le quotidien de beaucoup de gens et pas que des adolescents. Et ensuite c'est cette espèce de décalage qu'il peut y avoir. Donc dire est-ce qu'on est plus violent? Sans doute un peu, mais pour moi c'est plus l'effet de meute. Et puis je vais pas parler des algorithmes. Mais alors parlons du profil des harceleurs justement. Tiens, avec l'avocat qui est avec nous, Steve Outmezgin. C'est quoi le profil type du harceleur, du cyberharceleur? C'est quelqu'un qui se comporterait normalement dans la vie réelle et qui finit par dire des choses qui dépassent sa pensée sur les réseaux. C'est trop facile, non? On distingue deux profils, en tout cas d'expérience au cabinet. C'est-à-dire que le premier profil, c'est celui qui est déterminé parce qu'il a une cause précise et qu'en fait il vient pour harceler quelqu'un en particulier parce qu'il y a une vindicte ou que sais-je. En tout cas, il y a une difficulté d'ordre personnel. Et on a l'effet de meute, comme vous l'avez très bien dit. Et pour l'effet de meute, on a eu cette loi que j'ai citée tout à l'heure et que je répète, la loi du 3 août 2018, la loi Schiappa, qui est venue créer l'interdiction des raids. Et ça, là-dessus, c'est une circonstance aggravante au cyberharcèlement. C'est quoi d'ailleurs un raid? C'est en gros, si vous insultez une personne, c'est grave, mais si vous le faites à 10 000, c'est encore plus grave? Voilà, en gros, c'est ça. Je vous lis l'article peut-être. C'est l'article 222-33-2-3 du Code pénal qui vous dit le fait de harceler une même victime par des propos ou comportements répétés de la part de plusieurs personnes agissant en concertation ou à l'instigation de l'une d'elles, même en l'absence de concertation entre les auteurs, ce qui est très important, même en l'absence de concertation, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc on ajoute à cela la sanction qui est probable aussi en matière de harcèlement et de cyberharcèlement, et on arrive quand même à quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça veut dire, Fabrice Epelboin, une fois qu'on a dressé ce constat, que c'est la France est un des pays les plus en retard dans la lutte contre le cyberharcèlement? Je ne saurais établir un classement. C'est clair qu'on a un énorme problème qui nous a tous sauté aux yeux au moment de l'affaire Mila, parce que c'est vraiment la première grande affaire de cyberharcèlement en meute, et c'est le plus gros échec en la matière de la justice française, qui s'est contentée de sélectionner soigneusement une demi-douzaine de harceleurs et d'offrir l'impunité et surtout ce sentiment d'anonymat. J'insiste, l'anonymat n'existe pas. C'est un privilège réservé à une micro-élite de gens extrêmement sachants. La masse est dans le pseudonymat. Ça n'est pas du tout la même chose. Le pseudonymat, la justice peut parfaitement le faire sauter et avoir votre véritable identité. Là encore, les Anglais l'ont prouvé. En 24 heures, c'est faisable. Vous pouvez faire sauter le pseudonymat de milliers de personnes. Donc, il y a une véritable déficience de la justice française pour se saisir de ce problème, qui est instrumentalisé de façon à pointer du doigt les plateformes qui visiblement n'y sont pour rien, vu que même les plateformes les plus récalcitrantes et libertaires visiblement coopèrent avec la justice anglaise. Donc ça n'est pas le problème des plateformes. Certes, la justice interne, parce qu'on a privatisé la justice. Je reviens sur l'affaire de Raphaël Grabli. Les propos qu'il a reçus sont inacceptables, mais la justice qu'il n'a pas reçue de la part de Twitter, c'est une justice que nous, citoyens français, avons privatisée auprès des plateformes américaines, ce qui est en soi une perte de souveraineté absolue. Ça devrait pas être à Twitter de faire le tri, ça devrait être à la police ou à la justice, pour vous? Ça devrait être des procédures de dépôt de plainte facilitées à l'extrême pour un message tel que celui qu'a reçu Raphaël, et derrière une justice efficace. On n'a ni l'un ni l'autre. Alors on va élargir un petit peu le débat. Pointer du doigt les plateformes, c'est une hypocrisie absolue, et ça ne mènera absolument à rien, pour vous, à plus de censure. Pour vous, en un mot, pour que je puisse distribuer la parole, Fabrice Epelboin, on est en train de faire en Europe ou en France de Elon Musk un bouc émissaire. Absolument. Bon, mais parlons d'Elon Musk. Pas qu'il soit exempt de défauts, il a une collection de défauts incroyable. Mais très clairement, en pointant du doigt la plateforme, on est totalement dans l'adage de quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Ou l'imbécile. Le fou ou l'imbécile, d'ailleurs. Je sais plus quel était le vrai dicton. J'aimerais vous lire ce commentaire d'une de nos abonnées sur Facebook. Tiens, Daphné Luce, elle nous reproche de rentrer dans ce qu'elle appelle la doctrine Breton. Elle revient sur cet échange spectaculaire entre le commissaire européen Xavier Breton, qui a appelé publiquement Elon Musk à donc renforcer la modération sur Twitter, et Elon Musk qui lui a répondu en citant une réplique de film. Il l'a traité de fuckface et il l'a insulté littéralement. Concrètement, quelle est la cause de ces accords entre Xavier Breton et Elon Musk? C'est quoi d'abord, Véronique Reissoult, ce qu'appelle notre auditrice la doctrine Breton?
C'est résumé dans ce que vous venez de dire, c'est en gros aux plateformes de faire attention et surtout une espèce de contrôle de la réalité de ce que les gens disent. Et puis c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a 2 textes de loi qui le soutiennent, mais globalement comme on vient de le dire, c'est à chaque fois remettre la faute sur les plateformes, ce qui n'a pas de sens en soi. D'abord parce que vous demandez à des plateformes de se tirer une balle dans le pied, puisque globalement, ce qui fait leur revenu, c'est l'attention et la rétention. Et donc, quelle drôle d'idée. Et enfin, l'exemple qu'on citait tout à l'heure de ce message, en fait, vous imaginez bien que c'est pas une personne qui vous répond. C'est de l'intelligence artificielle et des critères qui font que vous avez un robot qui vous répond, et c'est normal vu les volumes. Et là, on est en train de parler de quelque chose où effectivement c'est la justice qui devrait s'en emparer et des procédures extrêmement simplifiées pour pouvoir tout de suite signaler et avoir un suivi, parce qu'en fait c'est au 2e degré. Si vous faites le test, quand vous signalez un message qui est une incitation à la haine très claire, au 1er degré, qui est de la pédophilie, du harcèlement, là les plateformes retirent tout de suite. Sauf que en revanche, on tourne autour du pot, si c'est ironique, par exemple. Là, le message, je peux vous dire, pour l'IA, le mot juif ne veut pas dire que vous êtes antisémite, et c'est l'utilisation au 2e degré qui est absolument insultante, la question ne se pose pas de savoir si c'est antisémite, mais pour de l'IA, donc en fait, il faudrait avoir une procédure, c'est pas à la plateforme de mettre en place ce genre de système, c'est bien à la police, enfin en tout cas à la justice, c'est bien, là encore, en faisant appel à l'intelligence des internautes et au soutien qu'ils apportent, on voit bien que c'est à chaque fois une petite minorité extrêmement haineuse, donc il faut que les autres puissent signaler, mais que ça a un effet. Il faut que ce soit simple, rapide et efficace. Alors la fin du message de notre auditrice disait: on tape beaucoup sur Elon Musk depuis qu'il est soutien de Trump, alors qu'avant il était tout beau, tout rose, et c'était l'homme de génie qui avait inventé Tesla, c'est vrai, ou SpaceX. Est-ce que ça c'est vrai, ça? Vous êtes d'accord, Fabrice Epelboin? Ah oui, clairement, il est passé du camp de héros, héros notamment au niveau d'écologie. Il a quand même inventé, et il a quand même popularisé la voiture électrique et complètement changé le marché de l'automobile avec les conséquences sur la trace carbone qu'on peut imaginer. Affreux, vilain, pas beau. Alors il faut reconnaître que il a cherché toute cette haine que lui vouent les journalistes. Non seulement il a sorti l'affaire des Twitter Files qui ont montré à quel point l'ancien Twitter les avait manipulés durant des années et avait complètement invisibilisé les voix de la droite aux États-Unis et vraisemblablement ailleurs, mais il a également sorti une intelligence artificielle dont le but avoué est de remplacer le journalisme d'actualité, ce qu'on appelle le journalisme desk. Donc très clairement, on est dans une lutte à mort entre les journalistes et Elon Musk, et il est assez logique que, en réaction, ces journalistes se défoulent sur Elon Musk et en fassent leur bouc émissaire. Il y a rien de, c'est parfaitement humain et compréhensible comme réaction. C'est logique, mais pas forcément déontologique, parce que c'est pas notre travail normalement. Non, c'est pas déontologique, mais on n'est plus à ça près. Ouais, on n'est plus à ça près, effectivement. Maintenant qu'on a parlé des responsabilités des uns et des autres, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement, et ce sera le mot de la fin, parce qu'on est quand même là pour parler concrètement, Steve Outmezgine, pour que du jour au lendemain ou d'une année à l'autre, la France arrive à dissuader les potentiels harceleurs de commettre du harcèlement en ligne? Moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par M. Epelboin. C'est déjà de retirer la privatisation de la justice à Twitter et aux autres réseaux pour pouvoir trouver une procédure accélérée, plus simple, plus facile en ligne du coup, puisque l'infraction a été commise en ligne. Donc ce serait beaucoup plus simple que on puisse saisir la justice en ligne. Alors il y a eu une facilitation récente d'un dépôt de plainte, en fait c'est une pré-plainte avant d'aller au commissariat et de confirmer entre guillemets. On peut aussi faire sa procuration en ligne, voilà. Enfin, on progresse on peut faire quelques petites choses, mais c'est pas assez efficace encore. Il faut que ce soit beaucoup plus efficient et que ça nous permette justement de pouvoir enregistrer des plaintes et faire que la justice soit beaucoup plus accélérée. Bon, mais merci à tous les trois en tout cas d'être venus pour ce décryptage sur Sud Radio. Restez polis les amis sur les réseaux sociaux, d'autant plus que c'est un endroit de débat magnifique, autant assumer le désaccord jusqu'au bout, que ce soit sur Sud Radio ou sur sudradio.fr. Véronique Reissoult, merci à vous, présidente de Backbone Consulting. Votre livre, La vérité sur l'impact des réseaux sociaux, publié aux éditions du Cerf. Merci à maître Steve Outmezgine, avocat en droit des nouvelles technologies et de l'informatique et de la communication au cabinet Avomédia. Et puis merci également à Fabrice Epelboin qui était avec nous en duplex sur Sud Radio, enseignant, entrepreneur et spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux.